d'Orléans à Châteaudun. Aujourd'hui nous allons faire de l'ULM ce dimanche, il fait beau, le ciel est super beau, donc on va aller dans le Perche et puis revenir pour voir une belle collection d'ULM. Il va en avoir 67 ans, à la retraite, ancien éducateur spécialisé, qui a bifurqué ensuite vers une entreprise aéronautique, école ULM, entretien ULM, vente de matériel ULM, importation d'ULM. Et maintenant, pour le plaisir, instructeur bénévole. Et on a créé aussi l'association Les Vieux DEB pour débris qui concernent les appareils qu'on récupère depuis le début de la création de l'ULM, avec pour objectif futur de pouvoir en faire un musée, ce qui n'existe absolument pas en Europe. D'accord, donc on pourrait le faire par exemple à Châteaudun. Ah là, ce serait top, oui. Avec un espace, il faudrait à peu près 3000 m² de hangar. Oui. Un atelier au milieu, quelque chose de dynamique. L'idée c'est ça, oui. Moi j'aime beaucoup les musées anglais, on a rarement ça en France. C'est vrai. Mais en Angleterre, c'est le principe souvent, c'est bon, les machines on peut les approcher. Et au milieu de cet endroit d'exposition, il y a toujours un atelier. Dans chaque hangar, il y a un atelier. Il y en a certains qui restaurent de la tôle, d'autres qui font de la peinture, d'autres qui font des moteurs. Mais ce n'est pas caché autre part. C'est-à-dire que ça permet aux gens de discuter, ceux qui s'intéressent à la mécanique, de s'apercevoir qu'après tout c'est faisable. À des jeunes qui ont un petit peu une fibre mobilette, particulièrement dans l'ULM, où on peut faire tout soi-même, de voir que ça peut aussi être intéressant et que ce n'est pas quelque chose d'inabordable. Parce qu'à la fois l'aéronautique, globalement, c'est quelque chose qui passionne tout le monde depuis que l'homme existe, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'inaccessible, soit financièrement, soit intellectuellement. Alors que moi je vois dans l'ULM, j'ai formé des gens à 60 ans, 70 ans, qui avaient une formation, le certificat d'études, et qui ont passé brillamment leur théorique, et puis qui ont été à même, parce qu'ils bricolaient déjà leur voiture, leur tracteur, de bricoler leur machine. Enfin, quand on dit bricoler, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire de travailler sérieusement sur des machines plus anciennes que ça, mais de refaire leur moteur, d'avoir un entretien sérieux et de voler avec toutes les qualités requises pour avoir un appareil bien entretenu. D'accord. Et donc là on a les ULM, on aurait de la place à Châteaudun, des hangars, on a plus de 50 000 m² de hangars, donc il en faut à peu près 3000. Après il faut travailler sur la scénographie pour en faire un bon petit musée de l'ULM unique en France et en Europe. Il n'y en a pas, oui, tout à fait.
Et côté aussi initiation, ça pourrait aider ou encourager les jeunes dans les collèges et lycées à passer le BIA. Après, c'est un travail d'équipe. Ouais. Nous, on a les idées. On est prêt à arriver dans un lycée, expliquer, à faire voir des films, à mettre une machine. Vous avez vu l'appareil que je viens de restaurer. Les ailes se replient en 1 minute sans outillage, donc c'est facile à transporter quelque part. Mettre dans la cour du lycée, ça fait un choc quand même. Les jeunes qui arrivent le matin à l'école, pof, dans la cour, c'est inhabituel, c'est même inenvisageable. On voit un appareil qui est là. Donc c'est une amorce pour discuter, mais bon, on fait un travail d'équipe avec le proviseur, avec les profs, où on peut avoir un travail très intéressant, moi je pense, sur les maths. Parce que quand on parle d'aéronautique, il y a des maths, il y a de la météo, il y a de l'aérologie, il y a de la mécanique de vol, il y a de l'histoire de l'aviation. Donc il y a plein de sujets intéressants pour chaque prof pour aborder ça. Et puis après, il y a l'aspect un peu ludique à la fin, faut gagner quelque chose, ça motive un petit peu toutes les troupes. Mais ça, les idées, on les a aussi, ça peut être une formation à gagner. Notre fédération aide beaucoup les jeunes. C'est la fédération française du ultra-léger motorisé, la FF Plume. Donc il y a des subventions, y compris des jeunes qui passent le BIA, qui est un brevet d'initiation aéronautique, qui permet après à la suite d'avoir des bourses soit pour faire de l'avion, soit pour faire de l'ULM, sachant que la fédération du LM ajoute elle-même encore une subvention supplémentaire. Donc un jeune en plus, on va dire qu'en 6-7 heures, ils ont une rapidité main, œil, cerveau, que tu n'as plus, que je n'ai plus. Moi j'ai l'expérience, mais je suis lent, on va dire. Alors qu'un jeune de 14 ans, 15 ans, il peut déjà voler, traverser la France à 15 ans. Il va faire le tour de tout ça. En 6-7 heures, En 6-7 heures, D'accord. Donc ça peut aller très très vite et les frais sont pris en charge pratiquement par les aides qu'on obtient par-ci ou par-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis parce qu'on a fait Châteaudun, Saint-Beaumer, Saint-Beaumer, Champran-Gâtine. Puis on va faire Champran-Gâtine, Châteaudun. Puis nous, on aime bien aller à Châteaudun parce qu'on arrive, on ne sait plus où se poser. Il y a 2400 mètres. Que Saint-Beaumer, on sait où se poser. La piste, elle fait 380 mètres. Il faut quand même être un peu précis. Mais c'est l'intérêt de l'ULM. C'est vrai. Celui-ci fait un peu plus de 300 kg. Oui, lui, à vide, il fait 308 kg. 308 kg et les Quicksilver et autres, 70 kg. 70 kg, 78 kg. Le poids d'un être humain. Oui, c'est ça, complètement. Ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, là on est plutôt dans le Perche, mais en Beauce, c'est qu'il y a beaucoup de pistes. À Montboissier, vers Voves, à Châteaudun. Il y a une tradition aéronautique et moi je rappelle toujours que la Beauce, avec Blériot notamment, Louis Blériot en 1908 à Toury, il avait fait le premier vol au monde de ville à ville, entre Toury et Artenay. Et il y avait les frères Farram à Chartres qui avaient fait plusieurs dizaines d'appareils d'avion dans les années 20-30. Donc la Beauce est un territoire aéronautique et il faut qu'on la préserve, qu'on le développe. Ça peut être un vecteur d'emploi, surtout d'attractivité parce qu'on se désenclave avec l'aéro. Comme tu disais, tu vas très rapidement dans la Manche. Ah oui, 40 minutes. En 40 minutes. À Courseulles, chercher mes huîtres. Voilà, la Manche, tu te désenclaves alors que là, on sait qu'en train, en voiture, on met beaucoup de temps pour aller à Lyon, pour aller à Bordeaux, ou aller un peu loin. Donc là, on pourrait aller plus vite partout, par des petits avions, par des ULM, par divers outils. Et il faut qu'on. Et il y a de l'électrique qui arrive. Oui, tourne déjà. Oui, parle-en. ULM électrique. Ça tourne déjà l'ULM électrique. Ah, ça tourne. Moi, j'ai essayé mon premier ULM électrique il y a 4 ans. Sur ce salon de Blois, où on m'a proposé on m'a dit si tu veux, tu peux l'essayer. Donc on a fait la paperasse qui va bien, quoi. Mais c'est les débuts, même 4 ans plus tard, ça reste à travailler. Mais il y a des versions maintenant avions dont la Fédération aéronautique a fait l'acquisition et qui sont à l'étude dans 4 ou 5 structures. C'est bien adapté pour tourner, faire de l'école autour d'un terrain avec un minimum de nuisances. Pour le moment, on est obligé de revenir au terrain parce que le système de recharge est quand même lourd, contraignant. Ou alors il faut passer d'un pack d'accu à un autre pack d'accu, donc on ne part pas avec ça, c'est quand même très lourd. Mais le développement suit son cours et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi, le silence de fonctionnement, la facilité de gestion. Il faut améliorer les accus, comme les voitures. Ça reste le problème de fond. Ce qu'on veut faire aussi à Châteaudun sur ce petit aéroport, c'est vraiment faire un môle écologique, électrique. Je sais qu'Airbus avait fait l'IFAN il y a quelques années, qui a traversé la Manche. Maintenant, il y a une start-up qui s'appelle Ascendance qui développe un avion taxi, un avion électrique. Puis, tu as plein de projets en Norvège. Je crois que sous 20 ans, ils veulent faire tous leurs vols intérieurs en avion électrique.
Et puis tu as EasyJet et d'autres qui ont déjà développé des avions électriques qui commencent à voler. Donc sans bruit, écologique, un petit aéroport vert avec un peu une ferme solaire aussi. On le voit ici, je trouve que voilà, tout est vert, la verdure est là. Joli, hein. Et peut-être un dernier point, tu l'as appelé Air Park. Oh non, c'est ton nom, mais j'ai bien aimé. Air Park avec un K en 2 mots. C'est Cap 28 ici, Centre aéronautique du Perche. Voilà, 28 pour le rappel du département. d'Eure-et-Loir. Ouais. Et juste un petit mot sur les villages aéronautiques qui existent beaucoup aux États-Unis. En France, il y en a maintenant 7 ou 8. Ouais. Je connais en particulier les Sables d'Olonne, un à Verchoc, c'est à côté du Touquet. Il y en a un dans les Pyrénées. Il y en a un en Touraine. Donc il y en a comme ça plusieurs. Ouais. Et c'est vrai qu'en même temps, j'y pense, c'est peut-être un truc qui serait intéressant de développer sur Châteaudun pour des gens qui sont attachés au lieu. Ouais. Et qui aimeraient y rester tout en ayant la commodité d'avoir la piste à côté. Hein. Là on le voit, hein, je fais 20 mètres, je vais décoller, bon, sans que ce soit aussi proche. Ouais. Mais le principe de l'Air Park c'est ça, chacun a sa maison, ouais. Soit sur des petits lots, au Touquet c'est des petits lots, donc les gens sont peut-être un peu plus les uns sur les autres, mais c'est un choix. Et au Sable d'Olonne, les gens ont à peu près 2000 ou 3000 mètres carrés. Leur hangar, une piste commune, des frais communs ou une participation à l'entretien commun, ouais. Y compris c'est greffé sur certains airparks, une piscine couverte, chauffée, un restaurant qui reçoit et les gens du terrain et tous les gens qui passent à proximité, qui veulent venir vivre un peu l'ambiance qu'il y a sur le terrain et puis casser la croûte dans un endroit qui leur plaît bien. Ouais. Donc c'est ça, Air Park, village aéronautique, donc ouais. Tu as plusieurs maisons autour de la piste, voilà, à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres de la piste. Ouais. Comme ça chacun peut prendre son avion. Nous c'est le cas, on a un pilote de ligne Air France, commandant de bord, ouais. Sur 787 maintenant. Ouais. Un pilote anglais qui va souvent en Angleterre en partant d'ici. D'accord. Un voisin qui vole en aéronautique, un de mes fils qui est aussi en train d'apprendre. D'accord. Un autre locataire, et puis nous-mêmes qui habitons là. Ouais, juste là, d'accord. Ouais. D'accord, super. Maison française, c'est un petit... Mais t'as raison, maison française, vas-y. Dôme Espace, c'est fabriqué en Bretagne. Ouais. Et l'entreprise de Marboué Ledrin-Courgeon, ses locaux sont aussi un Dôme Espace et était à l'origine un distributeur. Bon, maintenant ils ont leurs produits spécifiques, hein, ils sont reconnus dans le bois aussi. Ouais. Hein. Très belle entreprise du Doin. Ouais. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. T'en penses quoi ? C'est super, l'idée de faire l'atelier au milieu, au centre du musée, c'est une super idée. On a les entoilages aussi, on a plusieurs dizaines d'ULM en différents états qui racontent l'histoire de l'ULM depuis 1975, des Quicksilver et d'autres, des Bingo. Et encore une fois, il n'y a pas de musée d'ULM en France, pas d'ULM en Europe, et à Châteaudun, ça serait idoine pour ça, comme valorisation du patrimoine aéronautique de l'Eure-et-Loir, du territoire. Et comme vecteur touristique pour Châteaudun, le Dunois et l'Eure-et-Loir.